Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la situation dramatique de l'Ukraine privée d'électricité tandis que les négociations s'intensifient et que Zelensky perd ses nerfs à Davos. Casser le joujou ou le modifier, Donald Trump tense régulièrement l'OTAN ces dernières semaines, tandis que l'Europe occidentale entend s'appuyer dessus pour freiner ses excès au Groenland. Et enfin, en politique nationale, c'est l'après-budget avec le Cornu qui reste en place et des chamailleries dans les travées du Palais Bourbon. Près de 600 000 habitants ont fui Kiev, la capitale de l'Ukraine, en raison des coupures quasi permanentes d'électricité en plein hiver. Une situation dramatique, tandis que des négociations ont lieu cette fin de semaine à Abu Dhabi. Nicolas de Lamberterie. Les habitants de Kiev fuient en masse la capitale ukrainienne. Alors que l'on estime la population de la ville à environ 3 millions d'habitants, c'est donc près de 20% de la population qui a quitté Kiev depuis le début du mois de janvier, étant donné que l'intensification des frappes russes sur les infrastructures énergétiques du pays fait que les coupures sont de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus longues et durables. La population habituée à disposer d'un stock d'eau et de batteries ne peut pas tenir bien longtemps lorsque les coupures s'intensifient, ce qui a donc causé cet exode massif de près de 600 000 Ukrainiens au beau milieu des rigueurs de l'hiver, où les températures ont pu descendre jusqu'à -20. Et même si les températures sont très modérément remontées ces derniers jours, les minima nocturnes approchent malgré tout les -10 degrés, une température par conséquent insoutenable pour une population privée d'électricité et de chauffage. Considérant que c'est en empêchant l'économie ukrainienne de fonctionner qu'ils parviendraient à faire plier le pouvoir ukrainien, les Russes seraient donc sur le point d'y parvenir. En Ukraine, la situation sur le front de l'énergie, qui est le front économique principal sur lequel tapent les Russes tous les jours, ce front-là est en train de céder un peu plus de jour en jour. Le ministre de l'énergie, qui est l'ancien Premier ministre de M. Zelensky, qui s'appelle Denis Shmyhal, a déclaré hier que l'Ukraine vit sa pire crise énergétique depuis novembre 2022. Les spécialistes du secteur, comme l'analyste Sergei Kharchenko, disent que le système en fait est au bord du collapse, que ce qui tient encore debout le système électrique ukrainien, ce sont les centrales nucléaires, qui si elles étaient découplées du réseau électrique, emmèneraient à un blackout généralisé. Alors aujourd'hui, les coupures se généralisent sur tout le territoire ukrainien, y compris la région de Lviv qui était jusqu'à présent relativement épargnée, a depuis hier des coupures de courant de 15 à 16 heures dans la journée. Et la région les plus touchées sont les régions de Kiev et de Kharkov, qui elles ont des coupures quasiment sans discontinuer et sont au bord d'un blackout généralisé. Il faut voir que donc les Russes ciblent le centre de décision principal en Ukraine, qui est Kiev, la région économique principale du pays, ainsi que les grandes régions industrielles. Toujours Kharkov et Dnipropetrovsk, qui sont les régions qui ont le plus de mal en matière d'alimentation électrique. Cette alimentation est en train de toucher tous les secteurs de l'économie les uns après les autres. Le plus touché pour l'instant, c'est l'hôtellerie-restauration, qui sont complètement à l'arrêt. Mais aussi, on voit de plus en plus les secteurs industriels non essentiels pour les forces de défense qui ferment les usines, qui ferment leurs implantations économiques les uns après les autres. Le projet russe de mettre à genoux l'économie ukrainienne est en passe de réussir d'après tous les éléments qu'on peut voir. Et cette situation extrêmement difficile d'un point de vue humain et économique ébranle fortement le pouvoir politique ukrainien, déjà affaibli par les scandales de corruption des dernières semaines. Présent au Forum économique mondial de Davos, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu des propos particulièrement corrosifs, en particulier à l'endroit de ses partenaires européens, qu'il estime ne pas en faire assez. Un positionnement qui illustre la difficulté de sa situation. Du côté du pouvoir ukrainien, on voit une agitation grandissante dont le symptôme a été l'intervention remarquée de Zelensky à Davos hier jeudi, qui a vertement sermonné les Européens en leur disant qu'ils font pas assez. C'est quand même curieux de voir M. Zelensky faire cela. Il faut le rappeler, ce sont les Européens qui font les fins de mois du gouvernement ukrainien depuis maintenant 1 an. Donc on voit bien que la situation se tend. M. Zelensky d'ailleurs, qui au début de la semaine refusait d'aller à Davos, a dû se résoudre à aller à Canossa étant donné que les caisses de son pays sont vides et que les Américains promettent un fonds de reconstruction de 800 milliards de dollars avec une pluie d'investissements et une zone de libre-échange pour compenser la perte du Donbass.
Est-ce que cela suffira à contenter l'aile nationaliste qui soutient encore M. Zelensky et qui est son dernier soutien politique? On le saura la semaine prochaine, étant donné que ce week-end va être consacré à des négociations tripartites. Et comme les ennuis n'arrivent jamais seuls, l'Ukraine se retrouve également mise sous pression par le FMI, qui lui demande d'accélérer ses réformes économiques afin de débloquer un financement pour lui venir en aide. La directrice générale du FMI a fait une déclaration qui a sonné comme un coup de tonnerre dans la politique ukrainienne cette semaine, étant donné que mardi depuis Davos, elle a affirmé que l'Ukraine devait mettre fin au subventionnement de l'électricité et du chauffage. Dans un contexte donc de pénurie d'électricité et de pénurie de chauffage, les Ukrainiens qui grelottent de froid ont entendu la chef du FMI demander, voire c'est plutôt exiger, une augmentation de leurs tarifs. Ça a passé très mal en Ukraine et le pire, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction du gouvernement ukrainien qui n'a pas dit c'est hors de question, etc. Au contraire, la première ministre en fait a pris note de la position du FMI. Il faut savoir que le FMI actuellement bloque une tranche de 5 milliards d'euros pour l'Ukraine parce que dans son budget, le Parlement ukrainien a rejeté des mesures d'austérité budgétaire visant à augmenter la collecte de la TVA en Ukraine. La directrice générale du FMI, Madame Georgieva, a eu le culot de dire aux Ukrainiens « Vous ne souffrez pas assez, vous inquiétez pas, nous, au FMI, on a une recette miracle et magique pour vous faire souffrir encore plus. » Derrière ces conseils plus sous forme de menaces du FMI, se profile aussi un mouvement de privatisation de l'électricité et des services communs à la population, donc comme le chauffage, l'eau chaude et l'eau, donc qui ont été promis par M. Zelensky à ses partenaires occidentaux une fois que la paix sera conclue. Donc on voit bien arriver le dépeçage de l'économie ukrainienne dès que les négociations auront terminé. Et dans les négociations tripartites d'Abu Dhabi de ce week-end, où seront présents des émissaires américains, ukrainiens et russes, la question d'un cessez-le-feu énergétique sera au cœur des discussions. En effet, les Américains ne peuvent se permettre un effondrement complet et généralisé de l'Ukraine, étant donné qu'ils ont prévu de l'exploiter économiquement après-guerre. Mais pour le moment, l'exigence russe de la cession complète du Donbass, qui apparaît côté russe comme le minimum que le Kremlin doit ramener comme trophée de guerre, coince toujours du côté de Kiev. Pendant ce temps, la guerre continue. Le maire de Kiev appelle toujours la population de la capitale à quitter la ville s'ils le peuvent, et les Européens continuent de payer l'addition économique du soutien à l'Ukraine. D'une mort cérébrale, l'OTAN va-t-elle passer à un débranchement trumpien? C'est la question que l'on peut se poser avec les récentes déclarations du président américain. On payait, selon moi, 100% du budget de l'OTAN, puisque personne d'autre ne payait. Tout ce que l'on demande en retour, c'est le Groenland, avec le titre de propriété, parce qu'il faut en être propriétaire pour le défendre. On ne peut pas défendre avec un bail. Légalement, ça ne fonctionne pas. L'OTAN redevable des États-Unis, c'est la petite musique que fredonne Donald Trump depuis plusieurs années et qu'il a rejouée durant son intervention à Davos mercredi. Plus gros contributeur de l'Alliance et de loin, les États-Unis sont néanmoins gagnants à considérer que les États membres de cette alliance modelée par Washington lui mangent dans la main. Les relations tumultueuses entre l'OTAN et le président américain ont pris un nouveau virage jeudi avec l'annonce du retrait progressif d'environ 200 officiers et personnels militaires de diverses structures de l'OTAN. Ce mouvement, qualifié de symbolique par certains observateurs, touche des centres d'excellence, des groupes d'experts et des commandements spécialisés comme celui des opérations spéciales à Bruxelles ou Styrk for NATO au Portugal. Ces retraits s'inscrivent dans une stratégie américaine visant à réorienter ses ressources vers l'Indo-Pacifique et la frontière sud, tout en pressant les alliés européens à assumer davantage leur défense. Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, avait exigé en février 2025 une augmentation des dépenses militaires européennes, poussant les membres à s'engager à 5% de leur PIB lors du sommet de La Haye en juin 2025, contre 2% auparavant. Avec ses critiques acerbes sur l'OTAN et ses menaces de droits de douane, il semblerait que le président américain ait obtenu les garanties de circulation qu'il désirait au Groenland. C'est en tout cas ce dont il s'est satisfait après des discussions
à Davos. Je pense que c'est une excellente affaire pour tout le monde. C'est une sécurité formidable, une sécurité nationale et internationale formidable. C'est un accord que tout le monde a saisi. C'est vraiment fantastique pour les États-Unis. Il nous apporte tout ce que nous voulions, y compris surtout une véritable sécurité nationale et une sécurité internationale. C'est encore en cours, mais déjà bien avancé. Ça nous apporte tout ce dont nous avions besoin. C'est un accord à long terme. C'est l'accord à long terme par excellence et je pense qu'il place tout le monde dans une position très favorable, surtout en ce qui concerne la sécurité, les minerais et tout le reste. La sécurité et les minerais. Chef d'entreprise avant d'être chef d'État, Donald Trump ne perd pas le nord et pense aussi business et matières premières pour les États-Unis. Reste à savoir si ses propos sur l'OTAN et ses menaces lui ont vraiment permis d'obtenir un accord à son avantage ou s'il pérore sans avoir vraiment avancé. Les prochains jours devraient nous le dire. L'accord potentiel, inspiré du statut des bases britanniques à Chypre, pourrait impliquer un transfert de souveraineté sur la base américaine de Pituffik, renforçant la présence américaine sans annexion totale. Trump a salué cette solution comme bénéfique pour l'Alliance, tout en insistant sur la protection contre la Russie et la Chine, même si ces derniers jours c'est plutôt des États-Unis que s'inquiétaient les Groenlandais. Emmanuel Macron avait de son côté réagi en proposant un exercice de l'OTAN au Groenland pour démontrer la solidarité atlantique, une initiative en soi pas absurde, mais qui ne pouvait pas peser en raison du messager plus que du message. Reste désormais à observer où va l'OTAN. Fondée en 1949 par 12 pays, aujourd'hui 32 membres, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord vise officiellement à assurer la défense collective via son article 5. Une attaque contre un allié est une attaque contre tous. Son champ d'action s'étend officiellement de l'Atlantique Nord à l'Arctique, incluant des missions de stabilisation de cybersécurité et de lutte antiterroriste, donc bien au-delà de la délimitation géographique initiale. L'OTAN ne dispose pas de troupes propres ou d'une armée permanente indépendante. Ses forces militaires sont constituées des armées nationales des États membres qui mettent à disposition leurs soldats, équipements et ressources pour des opérations, exercices ou missions de l'Alliance. Ainsi, lorsque le président américain dit qu'il participe plus, cela revient seulement à dire qu'il a la plus grosse armée, qui peut potentiellement être mise au service de l'organisation. Des troupes sont par ailleurs fournies par les 32 pays sur une base volontaire pour des missions spécifiques et l'OTAN gère une structure de commandement intégrée et des forces multinationales rapides. Le budget de l'OTAN finance, lui, principalement les infrastructures communes, les entraînements et les opérations, mais pas une armée dédiée. Rester dans l'OTAN pour l'Europe et la France demeure un gage de sécurité en principe avec la dissuasion nucléaire américaine et la stabilité qu'implique la vassalisation à la première puissance mondiale. Pour les États-Unis, il s'agit d'une influence globale avec pas moins de 80 000 troupes en Europe. Entre jeu de confiance, de soumission et désir de puissance, il faudra donc peut-être faire des choix et ne pas oublier que l'OTAN ne protège pas toujours les Européens en se rappelant que l'île de Chypre, État membre de l'UE, est en partie occupée par un État membre de l'OTAN, la Turquie. Sébastien Lecornu sauve sa tête à quelques voix près. Les 2 motions de censure ont échoué et le Premier ministre dégaine à nouveau le 49.3 pendant que l'Assemblée nationale est réduite à l'agitation. Renaud de Bourleuf. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Aucune des 2 motions de censure n'ayant été adoptée, la première partie du projet de loi de finances pour 2026 est considérée comme adoptée. 19 voix près, sans grande surprise, Sébastien Lecornu a sauvé sa tête, mais une motion de censure a rassemblé 269 députés, un chiffre proche des 288 nécessaires. Il suffit d'une poignée d'élus socialistes et LR pour faire tomber le gouvernement. En effet, le PS a refusé de voter la censure, malgré la rupture de la promesse faite par Sébastien Lecornu de ne pas recourir au 49.3. Seuls 5 élus socialistes ont voté la motion de censure. Du côté de LR, seul le député des Alpes-Maritimes, Alexandra Martin, s'est joint au vote pour tenter de faire tomber le gouvernement. 2 élus lyotes se sont aussi distingués, les députés de la Guadeloupe, Olivier Servat, et de Mayotte, Essel Youssoufa. La frilosité des dites oppositions est probablement due à une crainte d'un retour aux urnes en cas de chute du gouvernement et de nouvelles dissolutions de l'Assemblée nationale, comme le souligne le député RN des Vosges, Gaëtan Dussauzet.
C'est moins une déception personnelle qu'une déception pour le pays, parce qu'en réalité on a assisté ce matin à une alliance honteuse, une alliance allant des Républicains de M. Bruno Retailleau jusqu'au Parti socialiste, avec évidemment les macronistes en soutien, pour empêcher finalement le retour aux urnes qui aujourd'hui s'impose, parce que le pays n'avance pas, le pays est bloqué, le pays est immobile, et dans un monde qui ne cesse d'avancer, eh bien justement ça déconstruit notre capacité de puissance et notre capacité à dire justement un mot dans ce concert des nations. Alors que la motion portait sur le 49.3 déclenché pour faire adopter la partie recette du budget, le même scénario devrait se répéter pour la seconde partie sur les dépenses. Dans la foulée, Sébastien Lecornu a de nouveau déclenché l'article 49.3 et immédiatement, la France Insoumise et le RN ont annoncé le dépôt de 2 nouvelles motions de censure qui devraient être mises au vote dans les prochains jours et n'ont pas plus de chances d'aboutir. Le député écologiste des Yvelines, Benjamin Lucas, se veut tout de même optimiste. Je note quand même que 5 collègues socialistes ont voté cette motion de censure. J'espère qu'ils arriveront à en convaincre d'autres, que nous arriverons à en convaincre d'autres pour que lors des 2 prochaines motions de censure, si possible dès la prochaine, nous puissions avoir une majorité pour faire tomber ce gouvernement et empêcher à ce mauvais budget de s'appliquer. Faute de quoi, le gouvernement Lecornu pourrait continuer de tenir sur un fil en amadouant tantôt les socialistes, tantôt les LR, et les députés pourraient n'être réduits qu'à faire de l'agitation, voire du spectacle, à l'instar du député LFI de l'Essonne, Antoine Léaumont, à l'occasion de la niche parlementaire de LR et du vote d'une proposition de loi visant à demander l'inscription des frères musulmans sur la liste des organisations terroristes européennes, le député spécialiste de Robespierre a fait part de sa propre définition du terrorisme. Parce que si vous voulez réellement lutter contre le terrorisme et le communautarisme, sans doute faudrait-il regarder du côté du Rassemblement national et des Républicains. Plus tard, sur un autre sujet, Antoine Léaumont a répondu à des critiques du député RN Mathias Renaud, ce qui lui a fallu un rappel à l'ordre pour des entorses au règlement. Monsieur Mohamed Awad, que vous ciblez sans arrêt, et oui, non seulement un candidat aux élections, l'article 100, mais sur les amendements, il n'y a rien à voir. Si. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une réponse. Non, mais à un moment, je veux bien tout, mais c'est une prise de parole pour une réponse. Vous terminez, mais sincèrement, vous faites une minute. Vous en voulez combien, monsieur le Président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Que vous asseyez sur un mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro d'article. Bon, alors stop, ça va. Vous voulez que c'est un moment... Faut arrêter de se moquer du monde quand même là. Monsieur Léaumont, ne créez pas d'incident. Monsieur Léaumont, stop. Alors, monsieur Léaumont, je vous fais un rappel à l'ordre. Vous n'avez pas à me menacer. Vous n'avez pas à me menacer physiquement. Monsieur Léaumont, vous êtes rappelé à l'ordre. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Je saisis le bureau pour vos menaces physiques de venir descendre avec vous. Un vote qui aura suscité bien des passions sur les bancs du Palais Bourbon. Les frères musulmans veulent lapider les homosexuels. Eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez les filles. Étant moi-même député, étant homosexuel, je ne peux un seul instant tolérer que vous insinuiez que mon engagement aille à l'encontre de l'égalité humaine et vise à conduire auprès des personnes qui partagent mon orientation sexuelle à la violence. Honte à vous! Excusez-vous! Merci, monsieur le député. On sort un petit peu du rappel au règlement cette fois. Véritable honte! Passons à présent à l'actualité en bref en France. L'exécutif entre en même temps et provocation. Lors des vœux de la CPME à Paris, le ministre du Commerce Serge Papin a lancé jeudi une phrase choc « Il faut casser la gueule aux Chinois » en visant la concurrence déloyale des plateformes comme Chine. Devant un parterre de chefs d'entreprise et de ministres, il a cru malin de s'adresser ainsi à propos de Pékin. Son cabinet insiste sur la nécessité de muscler le droit pour protéger les TPE-PME françaises face à des produits non conformes. Mais pourquoi les macronistes au pouvoir depuis 2017 ne l'ont-ils pas fait plus tôt? Son entourage n'a pas évoqué cet aspect du problème. 2 jours plus tôt, Emmanuel Macron appelait à plus d'investissements chinois en Europe pour contrebalancer l'influence américaine. Laurent Nunez nous montre ses priorités. Mercredi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a été interrogé par le député écologiste des Hauts-de-Seine Sabrina Sebaï concernant le site internet Où va ma France? Il s'agit d'un site répertoriant des territoires difficiles à partir de 5 critères: insécurité, immigration, islamisation, défrancisation et wokisme. Je tiens d'ailleurs à dire que ce site a fait l'objet d'un certain nombre de signalements sur la plateforme Pharos. Il en a fait 51 signalements depuis le début du mois de janvier et que son prédécesseur, puisqu'il y en avait un autre qui s'appelait Où va ma France, a fait l'objet de 7 signalements avant de disparaître en septembre 2025. Cela semblait à première vue, je dis bien à première vue, dépourvu de toute
contenu répréhensible en termes pénal pour Pharos, et ce qui fait qu'aucune action n'a été engagée. De la même façon qu'en termes de administratif, il n'y avait pas matière à engager le pouvoir coercitif qui est celui de la plateforme pour faire retirer ce contenu. Dans ce cas, le dossier pourrait être clos, pas pour le premier flic de France. Nous poursuivons l'analyse de ce site sur la thématique difficile à établir, mais on ne lâchera pas l'affaire, sur la thématique de la haine en ligne, qui est une qualification qui est particulièrement difficile à établir, mais nous n'allons pas lâcher l'affaire. Et je peux vous dire que le directeur général de la police nationale, en lien très étroit évidemment avec moi, a saisi le parquet national de la lutte contre la haine en ligne, et ce dossier fait actuellement l'objet d'un examen extrêmement attentif. Mais pour les raisons que vous avez dites, comme ministre de l'Intérieur, je ne lâcherai pas l'affaire. Ne pas lâcher l'affaire, fouiller jusqu'à trouver la moindre petite infraction. On aimerait voir la même détermination dans les soupçons de trafic de drogue ou de pédophilie. Alors, des fois, je dis, il nous faut un puits du fou de gauche. Non mais voilà. C'est l'ambition du député écologiste de la Somme, François Ruffin. Il déplore que le récit national véhiculé par le Puy du Fou rentre dans les esprits de ses visiteurs. Il veut un moyen de représenter un autre récit qui évoque à la fois des pages sombres et des pages glorieuses. L'enjeu pour lui est de donner à la France un cap. Il cite comme exemple la prestation de Thomas Joly lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Moment de fierté pour François Ruffin, moment de honte pour d'autres aux yeux du monde entier. L'actualité internationale en bref. Donald Trump accentue la pression sur l'Iran. Le président américain a annoncé l'envoi d'une imposante armada navale américaine vers le golfe Persique. Depuis Air Force One, il a déclaré qu'une grande flotte, incluant l'USS Abraham Lincoln et plusieurs destroyers, se dirige vers la région au cas où. Le président assure préférer éviter la guerre tout en surveillant Téhéran de très près. Ce déploiement survient dans un contexte de tensions persistantes autour du programme nucléaire iranien et de manifestations réprimées. Téhéran a répondu que ses gardiens de la révolution avaient, je cite, le doigt sur la gâchette. Club de milliardaires ou fan club, Donald Trump a lancé son Conseil de la paix à Davos ce jeudi, une instance concurrente de l'ONU critiquée pour son inefficacité. Pour $1 milliard, les pays obtiennent un siège permanent. Trump en est président à vie avec un exécutif incluant Marco Rubio et Jared Kushner. 10 nations ont déjà rejoint le projet. Israël, motivé par Gaza, l'Égypte soutenant la fin du conflit, l'Argentine de Javier Milei, le Maroc comme fondateur, les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Hongrie de Viktor Orban, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et le Kazakhstan. La première annonce concerne Gaza avec la réouverture du passage de Rafah et un plan immobilier Côte d'Azur avec 100 000 logements, écoles et hôpitaux. Kushner promet emploi et paix tandis que Trump vante l'emplacement au bord de mer. Le Canada a vu son invitation à entrer dans ce petit club interdit car son Premier ministre a eu le malheur d'affirmer que le pays, je cite, n'existait pas grâce aux États-Unis. Entre images déplorables et récupération immigrationniste. Aux États-Unis depuis mardi, une photo fait le tour des réseaux sociaux, celle d'un garçon de 5 ans arrêté avec son père clandestin équatorien par la police de l'immigration à Minneapolis. Rappelons que la ville du Minnesota est sous le feu des projecteurs depuis la mort d'une militante d'extrême gauche abattue par les agents fédéraux. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a répondu aux critiques. Il affirme ne pas être insensible, étant lui-même père d'un enfant du même âge. Mais il déclare avoir découvert qu'arrêter le père sans l'enfant aurait conduit à laisser le garçon mourir de froid. Au Japon, la chambre basse du Parlement officiellement dissoute ce 23 janvier. La première ministre Sanae Takaichi, première femme à ce poste, a déclenché des élections anticipées pour le 8 février. Forte de sa popularité, elle espère reconquérir une majorité absolue pour le Parti libéral-démocrate après la perte de celle-ci sous son prédécesseur. La dissolution annoncée en séance sous les banzai des députés ouvre une campagne éclair dans un contexte de tensions régionales et de dette publique. Le scrutin s'annonce décisif pour l'avenir du pays. L'héritage social du pape François. Un sondage réalisé par l'Association des employés laïcs du Vatican, l'ADLV, auprès de 250 fonctionnaires du Saint-Siège, révèle un profond mécontentement. Publié lundi, les résultats mettent en lumière un fossé entre employés et dirigeants ressenti par plus de 70% des interrogés. Près d'un quart déplorent l'impossibilité d'un dialogue libre, tandis que 71,6% critiquent la sélection des supérieurs. Les sondés dénoncent une baisse de la qualité du travail, un manque d'investissement en formation et des injustices avec des favoritismes généralisés. Les réformes sous François, incluant le gel des primes et des restrictions, sont jugées injustes par près de 7 travailleurs sur 10. La DLV prévoit d'envoyer une lettre au pape Léon XIV pour réclamer transparence, dignité, meilleure protection et révision salariale, espérant plus de marge de manœuvre pour représenter les 3000 laïcs du Vatican.
Ce soir, un numéro des idées à l'endroit sur Roger Nimier. Et demain, pour le Samedi Politique, Élise Blaise reçoit l'économiste et président du mouvement politique citoyen Philippe Murer pour décrypter le cirque mondial entre Davos, le délire européen, le déclin occidental et l'essor du Sud global. Dimanche, les conversations avec Paul-Marie Couteau et Terre de Mission. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à tous et à lundi.